Mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur la première vidéo du canal Aldostérone Aviation. Ça me fait très plaisir de retrouver les passionnés d'aviation sur ce canal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un accident qui est l'accident le plus grave ayant jamais touché l'aviation civile. C'était en mars 1977, 583 morts, 2 Boeing 747, les plus gros porteurs qu'il y avait à l'époque, se sont rentrés dedans. Alors, comment ça s'est passé? Tout d'abord, nous sommes sur l'île de Tenerife. C'est une île qui fait partie de l'archipel espagnol des Canaries. Et en fait, c'est une île extrêmement touristique. Des avions viennent de partout, des gros porteurs. Les Occidentaux viennent profiter du soleil. Et ce jour-là, entre autres vols, on a un 747 de Pan Am, compagnie américaine qui n'existe plus aujourd'hui, qui descendait de Californie. Les gens avaient embarqué en Californie, il a fait donc partie de Californie, il a été à New York pour une escale technique, changement d'équipage, et après il traverse l'Atlantique avec un nouvel équipage pour arriver donc aux Canaries. Au même moment, on a un 747 également de la compagnie KLM, qui descend depuis Amsterdam et qui arrive également sur l'île de Canaries. Et le but de cet avion, donc le programme de cet avion, c'était d'arriver, débarquer les passagers, repartir tout de suite pour Amsterdam dans la journée. Alors, que s'est-il passé? Ces avions, leur destination, c'était l'aéroport principal de l'île de Tenerife. Problème, c'est que, alors qu'ils ne sont pas très loin, ils sont vers la fin de leur vol respectif, ils reçoivent un appel du contrôleur aérien: désolé, nous fermons l'aéroport. L'aéroport a été fermé parce que il y a eu un appel, un interlocuteur depuis Alger, depuis l'Algérie, qui annonçait une bombe à l'aéroport. Cet interlocuteur se réclamait d'un groupe qui s'appelait le Front de Libération des Canaries. Ce groupe tenait une radio à Alger et puis aussi s'était distingué par un certain nombre d'attentats. Il avait fait sauter une agence, précédemment il avait fait sauter une agence de la compagnie aérienne d'Afrique du Sud. Et puis ce jour-là même, il venait d'appeler alors qu'une bombe de faible puissance avait explosé chez un fleuriste à l'aéroport donc de Tenerife, en blessant quelques personnes. Donc il y avait déjà cette explosion, il y avait déjà un début de panique, l'interlocuteur appelle, il est sérieux, et il dit qu'il y a une autre bombe plus puissante qui va exploser. Pour les autorités de l'aéroport, il s'agit d'éviter une boucherie. Ils ont une bombe sous la main, pense-t-il. Il y a des avions qui arrivent, qui vont débarquer des centaines, des milliers de passagers. Et donc ces passagers vont se croiser dans des terminaux qui risquent de sauter d'un moment à l'autre. Donc afin de sauver des vies, ils font quoi? Ils déclarent la fermeture de l'aéroport. Les avions qui arrivent, on leur dit tout simplement: vous déroutez vers un aéroport, un petit aérodrome qui se trouve à 50 km de là, qu'on appelait à l'époque l'aérodrome de Los Rodeos, qu'on appelle aujourd'hui l'aéroport nord de cette île. Un aéroport extrêmement secondaire, qui n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de trafic. Et ce qui se passe, c'est que tous les avions, énormément d'avions, vont soudainement se dérouter sur cet aéroport. Alors, les pilotes du Pan American Airlines, du Pan Am, ne sont pas très contents. Ils sont fatigués, ils savent que leurs passagers sont pour beaucoup des retraités, qui ont commencé leur voyage il y a longtemps, ils ont commencé leur voyage pour certains 20 heures précédemment, n'est-ce pas? Précédemment, cette approche. Ils veulent juste une chose: arriver et puis partir dans leurs hôtels. Que propose le commandant du Pan American Airlines? Il propose au contrôleur, il dit: écoutez, pendant que vous fouillez l'aéroport, nous on a assez de carburant, on reste en vol, on fait des cercles au-dessus de l'Atlantique. Quand vous ouvrez, vous nous dites et on arrive. Le contrôleur ne l'accepte pas. Il lui dit: écoutez, on n'a pas la moindre idée de combien de temps ça va prendre cette histoire, donc ce n'est pas une option, allez atterrir à Los Rodeos. Ok.
des avions énormes commencent à arriver dans cet aéroport, qui n'est pas prêt pour les recevoir. Alors, ça arrive jusqu'à maintenant, où on voit un 747 ou un Airbus A380 faire un atterrissage d'urgence ou de précaution sur un aérodrome, oublié des fois des dieux et des hommes. C'est un événement pour les gens qui sont là, de voir un avion énorme comme ça, de compagnies qui ne voient pas, débarquer dans leur aéroport, ça fait toujours sensation. Maintenant, quand il y a un avion qui débarque, ça va. S'il y a un 747 qui débarque dans un petit aéroport, c'est gérable. Le problème, c'est que ce jour-là, il y a eu beaucoup d'avions, 747, le KLM, le Pan Am, plus une tripotée d'autres avions, d'autres compagnies, qui se trouvent tous coincés, bloqués les uns sur les autres, littéralement, à l'aéroport de Los Rodeos. Le KLM a beaucoup d'enfants à bord. Soixantaine d'enfants. Très turbulents. Le commandant fait quoi? Il leur demande tout le monde dans des bus, envoyez-moi tout le monde au terminal et vide l'avion. D'autres gardent des passagers dans l'avion. Ils sont à 50 km de leur destination. Seulement à 50 km. Mais ils sont dans un petit aéroport. Ils ne peuvent pas dire aux passagers, écoutez, vous êtes à 50 km de là, vous savez quoi, juste rentrer par vos propres moyens. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un petit aéroport, devant il y a 3 taxis, il y a un minibus. On ne peut pas débarquer 1000 passagers là-dedans et leur dire débrouillez-vous. Parce que tout simplement, ils mettront 3 jours à arriver à leur destination. On ne peut pas non plus les héberger sur place. Il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez de chambres pour tout le monde. Ceci va créer une pression opérationnelle extraordinaire, en particulier sur le KLM. Alors le KLM, le commandant de bord avait beaucoup volé dans les jours précédents. KLM à l'époque avait imposé des restrictions. C'était pas inventé par KLM en fait. C'est la loi qui existe jusqu'à maintenant, c'est les procédures. Il y a des procédures très très strictes sur le temps de repos des équipages. Les pilotes doivent se reposer entre les vols et le temps de repos dépend de la longueur des vols, de leur fréquence et les compagnies ne peuvent pas rogner dessus. Le législateur l'a fait pour éviter justement d'avoir des pilotes épuisés, d'avoir des zombies qui pilotent des avions. Donc, chez KLM, c'était poussé à son extrême avec zéro tolérance. Ça veut dire que le zéro tolérance faisait que si un pilote violait ou transgressait ce temps de repos, il pouvait personnellement être poursuivi en justice. Donc c'était sérieux, c'était du non négociable. Le pilote du KLM était censé partir et revenir dans la journée, et là il commençait à se retrouver à s'approcher dangereusement de la marge qui l'obligerait à se reposer, donc à passer la nuit. Il est très nerveux, parce qu'il a un 747 plein de passagers. Si soudainement il ne peut pas voler, il fait quoi? La compagnie est obligée de les loger. Or, comment loger le contenu d'un Boeing 747 quand on atterrit quasiment en race campagne? Vous voyez? Pression opérationnelle énorme. Donc, le pilote du KLM est une star chez la compagnie KLM. C'était en fait un instructeur. C'est un instructeur, chef pilote. C'est lui qui formait les autres pilotes sur 747. C'est lui qui leur faisait passer leur check régulier. C'est lui qui les entraînait. C'est lui qui... La progression de leur carrière dépendait de ses jugements à lui, de ses notations à lui. Autant vous dire qu'il impressionnait les autres. Même s'il ne le faisait pas exprès, c'était un pilote qui avait une forte seniorité par rapport aux autres, par rapport par exemple à son copilote, par rapport au mécanicien navigant de ce Boeing 747. Il y avait un mécanicien navigant à l'époque sur les 747, il n'y en a plus aujourd'hui. De sorte que les gens face à lui ont tendance à ne pas aller contre ses décisions, à ne pas... Alors que
vous constaterez dans les statistiques de l'aviation que la plupart des accidents arrivent quand c'est le commandant de bord qui pilote. Pourquoi? Parce que quand c'est le premier officier ou le copilote qui a les commandes, le commandant de bord, s'il voit une erreur, s'il voit une déviation ou autre, il n'hésite pas à le lui dire. Ce n'est pas la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est arrivé souvent, et je vous parlerai d'histoire dans ce sens plus tard, c'est arrivé que le copilote voit le commandant de bord faire une erreur, mais n'ose pas trop lui en parler. Nous ne sommes pas dans un cas aussi extrême, mais cette hiérarchie, ce fort décalage hiérarchique, c'est vrai qu'il est malsain sur le moment. Alors, l'aéroport qui était concerné par l'alerte à la bombe, à 50 km de là, après une fouille de fond en comble, on ne trouve rien du tout. L'aéroport est ouvert. Très bonne nouvelle. On communique donc à tous ces avions qui sont coincés dans l'aéroport de Los Rodeos. On leur dit, écoutez, vous pouvez l'un après l'autre commencer à partir et puis venir. C'est un saut de puce, c'est 50 km. C'est littéralement décoller, faire un U, revenir atterrir. Ok. À ce moment-là, que se passe-t-il? Le KLM décide de prendre 40 tonnes de carburant. Pourquoi? Parce que le commandant de bord réfléchit de cette manière. Il se dit, on a assez pour faire les 50 km, c'est pas un problème. Mais quand j'atterris là-bas, quand on va atterrir là-bas, et que il y avait de l'anarchie dans cet aéroport, il y avait des vols qui étaient coincés, et que tout le monde va vouloir reprendre les opérations en même temps, je devrais peut-être attendre longtemps pour obtenir du carburant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre du carburant à Los Rodeos avant de partir. Il décide, ok, puisqu'on est là, prenons du carburant et partons. Parce que sinon, si on vole à cet aéroport à 50 km de là, si ça se trouve, on sera dans la queue pendant des heures pour l'obtenir. Sachant qu'il devait partir le plus vite possible pour rester dans les heures de repos qui lui étaient imposées. Le problème, c'est qu'il bloque tout le monde. Parce que comme l'aéroport est petit, l'aéroport de Los Rodeos, comme il est petit, les avions se retrouvent garés un peu n'importe comment, garés sur le tarmac, mais garés sur le taxiway, garés devant les entrées de piste. Cet avion-là bloque des avions qui est derrière lui. Entre autres, le Pan American Airlines. Donc, les gars du Pan Am veulent juste partir. Ils demandent par radio, ils contactent le KLM et ils disent ça va vous prendre combien de temps pour refueler? Le KLM leur dit 35 minutes. Point. Okay. Les pilotes du Pan American Airlines sortent, commencent à faire le tour à pied, voir s'il n'y a pas moyen de faire passer leur avion quand même. Ils réalisent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils ne pourront pas passer tant qu'il n'a pas bougé. Ok. Pendant ce temps-là, encore une autre pièce du puzzle, le brouillard commence à tomber sur ce petit aéroport. Un brouillard très dense se forme et au fur et à mesure que les minutes passent, devient de plus en plus dense. Le contrôleur aérien dans sa tour, il voit plus rien. Et dans sa tour, c'est fini. Il est obligé de parler donc à la radio aux différents avions, mais il ne sait pas trop où ils sont. Il ne les voit plus. Les avions, les pilotes, ne se voient pas les uns les autres non plus. Alors, le KLM finit de refueler, et que fait le contrôleur? Il lui dit, écoutez, vous remontez la piste. Donc, le contrôleur lui demande d'entrer dans la piste et de la remonter jusqu'à l'autre bout, jusqu'à son extrémité, et faire demi-tour et attendre. Ok. Le KLM reprend ses passagers, rentre dans la piste et commence à rouler dans le brouillard en remontant la piste. Au même moment, il demande au Pan Am et lui dit rentrez dans la piste et remontez la piste vous aussi. Le contrôleur à ce stade, c'est ce qu'il fait, ou à peu près. Il n'est pas de toute façon expérimenté pour ce trafic-là, pour cette quantité de trafic, pour ces avions, il n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, il a trop de monde et ce qu'il veut, lui, c'est vider l'aéroport au plus vite, c'est permettre à tout le monde de partir. Il sait qu'il y a de stress, il sait qu'il y a des limites opérationnelles et tout, il veut juste aider les gens. Il a 2 avions,
dans le brouillard qui remontent la piste l'un derrière l'autre. Sur à peu près 1 kilomètre et demi, l'un derrière l'autre, et ils remontent la piste sans se voir. Brouillard coupé au couteau. Son intention, c'est quoi? Son intention, c'est que quand le KLM arrivera en bout de piste et fera demi-tour, et il s'arrêtera, c'est ce que pense le contrôleur. Il donnera à un moment donné l'instruction à l'avion qui est derrière lui, il donnera l'instruction au Pan Am de quitter la piste par un taxiway, et après il autorisera le KLM à décoller. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Problème d'accent, un problème d'anglais. Le contrôleur n'avait pas un anglais parfait. En plus, il semblerait qu'il écoutait la télévision, qu'il avait du foot, donc ça n'a pas aidé non plus. Il y a un problème de communication entre lui et le Pan Am, entre lui et le KLM. Il y avait un problème de communication. Ok. Le contrôleur, pendant que le KLM est en train de remonter la piste, et lui dit après le décollage, il donne des instructions après le décollage. Après le décollage, vous remontez sur telle balise, vous tournez à droite, à tel cap, etc. Donc il lui donne des instructions, ce qu'il devrait faire après le décollage. Ces instructions-là ne font pas office d'autorisation de décollage. Il ne lui a pas dit décoller. Il lui a dit quand vous décollerez, vous ferez ceci et cela. Mais il ne lui a jamais dit décoller. Dans son empressement, le capitaine du 747 de KLM, lui veut juste partir. Il entend ces instructions de quoi faire, le copilote est en train de noter rapidement. Pour lui, dans sa tête, mentalement, il a tellement envie de partir que dans sa tête, c'est clair qu'on l'a autorisé à décoller, alors qu'on ne l'a pas autorisé à décoller du tout. Continue à remonter la piste. Derrière lui, il y a le Pan Am. Le Pan Am, lui, on lui a dit, vous sortez à la 3e bretelle. Le Pan Am, il roule dans le brouillard. Il voit à sa gauche les bretelles défiler, donc des voies de circulation. On lui dit de sortir à la 3e bretelle. Quand il voit la 3e bretelle, c'est une bretelle elle n'est pas à 90 degrés de la piste, elle est à 135 degrés de la piste. Elle exige littéralement de faire presque un demi-tour pour sortir. En fait, c'est une sortie, hein, c'est une high-speed exit, c'est une sortie qui permet, quand on atterrit dans l'autre sens, de sortir à grande vitesse. Là, c'est 135 degrés qu'il faut faire. Avec son 747 énorme, il se dit, mais on ne pourra jamais. Et en plus, il y a des doutes. Parce que les panneaux, il n'y a pas de panneaux qui lui indiquent les sorties. Il les compte, mais dans le brouillard, il n'est pas sûr d'avoir compté correctement. Aujourd'hui, les avions modernes, je vous rassure, hein, les plus modernes, ils ont une carte qui défile avec l'aéroport, les sorties, tout ça. Mais à l'époque, voilà, les gens, ils devaient compter visuellement sur voir les sorties. Quand ils voient la 3e sortie, le capitaine du Pan Am dit « Non, on ne va pas sortir par là, c'est pas possible. 135 degrés, avec le brouillard, avec un avion qui a l'envergure d'un 747, et il se dit non, on va pas sortir par là, c'est pas possible. » Il sait qu'il y a un peu plus en avant, quelques centaines de mètres plus loin, une sortie, la 4e, qui se présente à 90 degrés, qui est donc beaucoup plus simple. Ok. Ils se disent on continue. Ils continuent. Et là, à ce stade, la tragédie est presque impossible à empêcher. Il y a une phraséologie, la façon de parler du KLM, la façon de parler du contrôleur. Et en plus, même quand le contrôleur demande au KLM qu'est-ce que vous faites, ils disent nous décollons. Le contrôleur, il leur répond. Il leur dit pas arrêtez votre décollage, stoppez votre décollage, stoppez immédiatement. Il leur dit pas ça. Il leur dit ok, stand by. Stand by, ça veut pas dire s'arrêter. Stand by, bon, ok. Je te rappelle, stand by, d'accord, stand by. Continue à faire ce que tu es en train de faire, je te rappelle. C'est comme ça que ça peut être interprété. Quand le Pan Am a des doutes. Les gars du Pan Am, ils ont des doutes tout le long sur les intentions de celui qui les précède. Le commandant de bord tente de parler à la tour, mais au même moment, il y a un appel qui vient du KLM, donc ça se clash à la radio. Dans le KLM, le commandant de bord fait le tour, hein, il y a une sorte de volant à gauche comme ça, près de lui, là, sur sa gauche. Il fait un tour complet avec son 747, il le réaligne sur la piste, bam! Après ce demi-tour, il met les gaz à fond. Prend les mains des gaz, il les pousse. Le mécanicien commence à les pousser, à afficher la puissance de décollage, mais il a un doute.
Il dit au commandant, vous êtes sûr qu'il a évacué la piste? En pensant au Paname. Le commandant de bord lui dit oui. Ok. Les manettes sont poussées. L'avion commence à accélérer le long de la piste. Dans le Paname, les pilotes sont inquiets, ils ne savent pas trop ce qui se passe, mais ils continuent dans le brouillard. Et soudainement, ce qu'ils vont voir, ils vont voir dans le brouillard les phares du 747 de KLM s'approcher à toute vitesse. Et là, il y a le commandant de bord qui les regarde, qui dit aux autres, et leur dit, il arrive ce fils de pute. Ce que tente de faire le KLM à ce stade, c'est ce que tente de faire le Pan American Airlines. Ils tentent désespérément, les pilotes tentent désespérément d'envoyer le Boeing dans l'herbe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent à 45 degrés, ils mettent les manettes des gaz à fond pour que le Boeing parte dans l'herbe, pour qu'il évacue la piste. Sauf que les réacteurs mettent des secondes et des secondes, ils mettent 9 secondes à aller de 0 à 100. Il est en train de rouler un 747, 4 moteurs il a. Les réacteurs au ralenti, ils roulent. Il n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc les réacteurs sont vraiment au ralenti. Il les pousse à fond, mais l'avion à peine commence à bouger. Il est en travers de la piste quand les gars du KLM voient qu'ils vont rentrer dedans. Donc les pilotes du KLM sont en train d'accélérer le long de la piste. Soudainement, ils voient l'avion. Ils voient l'avion devant eux. Et ils savent qu'ils vont rentrer dedans. Que fait le commandant de bord du KLM? Il fait la seule chose qui était possible à faire sur l'instant. Son avion est très lourd, il ne peut pas le dévier, il ne peut pas donner un coup et partir sur le côté, partir à jamais. Il ne peut pas freiner, c'est trop tard. C'est l'impact garanti en freinant. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il tire sur le manche complètement. Son but, c'est essayer d'arracher l'avion au sol. Il aurait arraché l'avion au sol s'il n'avait pas pris 40 tonnes de carburant. S'il n'avait pas refuelé. Il aurait pu peut-être s'arracher du sol. Tire sur l'avion. La queue de l'avion commence à gratter contre la piste. Le KLM s'élève de plusieurs mètres. Il s'en est fallu de peu. Vraiment. Ça veut dire que si, je ne sais pas moi, s'il n'y avait pas les 40 tonnes, s'il y avait 200 mètres de visibilité en plus, il y a plein de si qu'on peut mettre dans cette histoire. Sauf que bon, les si suffiront pas parce que cette histoire est arrivée. Les pilotes du Paname savent qu'ils vont se le prendre, savent qu'il va leur rentrer dedans. Ils se couchent instinctivement. Au moment où ils se couchent, le toit du 747 est arraché. Le commandant de bord, quand il veut les vannes d'arrêt de l'essence, du carburant, sont sur le plafond, sont sur le haut du 747, sont sur le toit donc du cockpit. Quand il veut arrêter l'essence, le carburant, le débit de carburant, les manettes sont plus là. Il réalise que le toit a été soufflé, a été enlevé. En fait, le train d'atterrissage, les réacteurs du KLM vont raser toute la partie haute du 747 de Paname. Alors, le KLM, il se transforme en boule de feu, bien sûr, avec cet impact-là, en avalant les réacteurs qui avalent les morceaux de l'autre avion et tout ça. Et l'impact, l'endommagement dû à l'impact. Il va partir en vol, en trajectoire balistique, et tomber quelques centaines de mètres plus loin sur la piste. 100% de morts. J'ai noté ici, il y avait 248 passagers, 248 morts. Il n'y a personne qui va réchapper du KLM. Sur le Paname, il y avait 396 passagers. 61 seulement vont en réchapper. 61 vont en réchapper. Et un gars, il était avec sa femme et des amis. Soudainement, il réalise que le toit de l'avion n'existe plus. Il entend une explosion formidable, il voit des flammes,
et il voit que le toit de l'avion, le choc est énorme. Il se retourne vers son épouse, vers ses amis. Ils sont là, ils sont vivants, mais ils ont un réflexe qui les tétanise. C'est un réflexe qui existe chez les animaux, hein. Vous savez, là, chez les araignées et d'autres bêtes, et qui existe à l'état rudimentaire chez l'humain, qui peut arriver des fois. Ils sont tétanisés. Ils gèlent. Ces gens gèlent sur leur siège, ils regardent droit devant, et il a beau les secouer, personne ne lui répond. Il les abandonne et il part en courant. Des gens sautent d'une hauteur de 5, 6, 7 mètres, sautent au sol, sont blessés, et s'enfuient à travers l'herbe, les champs pour échapper aux flammes. En fait, tous ceux qui ont été sauvés, les 61 personnes qui ont réussi à survivre du 747 de Paname, c'est là seulement il y a des survivants, ce sont les personnes qui ont pu fuir durant les 60 premières secondes. La première minute a été déterminante. Ceux qui sont partis durant la première minute sont sauvés. Au bout d'une minute, les flammes sont telles que c'est terminé. Pour information, ce gars qui a pu fuir, il était le seul de ses autres compagnons de vol qui avait lu la brochure, la notice de sécurité. Cette notice fait quoi? Pourquoi des fois ils vous demandent dans l'avion de la lire, même si ils vous disent même si vous avez souvent voyagé sur cet avion, nous vous prions de lire la documentation. Mais pourquoi? Les pilotes, c'est pareil. Les pilotes, même s'ils ont piloté cet avion pendant 20 ans, ils font un briefing avant de décoller. Ils discutent ce qu'ils vont faire si jamais il y a une panne de moteur qui arrive et tout ça. Ils discutent, ils font un briefing. Pourquoi? Alors qu'ils l'ont déjà fait 1000 fois. C'est pour que ça soit frais dans la tête, pour que ça soit remonté ou chargé dans la mémoire à court terme. Comme ça, s'il y a un souci, par réflexe, c'est cette mémoire-là que l'humain va utiliser. Ce gars, il a été sauvé parce qu'il avait lu cette brochure, autrement il aurait peut-être réagi comme ses amis, comme son épouse, qu'il n'a plus jamais revu d'ailleurs, qui sont morts dans l'accident. Donc voilà, l'enquête a révélé tous ces points dont je vous parle, a révélé tous ces points-là. Et en fait, c'est finalement KLM qui a été considéré comme responsable. Il a été considéré que si les pilotes du Paname étaient sortis à cette sortie à 135 degrés, s'ils avaient choisi de sortir là, l'accident ne serait pas arrivé. Ils auraient été évités de justesse par le KLM. Le fait d'avoir voulu continuer, finalement, ils ont rendu l'accident possible. Le brouillard, le poids de l'avion, le langage du contrôleur. Depuis, la phraséologie aérienne a été beaucoup améliorée. Par exemple, aujourd'hui, si vous écoutez sur la fréquence, ils vont pas dire à un avion, le contrôleur aérien ne va pas dire à un pilote, alignez-vous derrière l'avion qui décolle. Il va lui dire plutôt, derrière le 737 qui décolle, alignez-vous derrière. Le mot s'aligner derrière revient 2 fois. Derrière le 747 qui décolle, alignez-vous derrière. C'est juste pour que, et quand le pilote répétera, parce que les pilotes répètent toujours les autorisations, donc ils vont répéter, il va dire derrière le 747 qui décolle, je m'aligne derrière. En fait, c'est une manière de s'assurer qu'on parle bien de s'aligner derrière un avion, qu'on ne parle pas de décoller. Donc, cet accident, 783 morts, reste le pire de l'histoire de l'aviation civile. Il n'y en a jamais eu depuis, aussi grave, j'espère qu'il n'y en aura jamais. En tout cas, en gravité, si on compte en nombre de morts. Voilà. Merci mes amis, merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Il y a aussi une petite clochette à côté de l'abonnement, il y a une petite cloche. Cliquez sur cette cloche qui vous permet à YouTube de vous notifier quand une autre vidéo va sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je lis les commentaires et j'y réponds quand je peux. Et des fois même, je peux créer une vidéo parce qu'il y a un commentaire qui est intéressant et qui me suggère une vidéo et qui peut donc justifier encore un nouveau débat et une nouvelle discussion. Merci encore et à bientôt.